Bon, Jérémy Pichon, merci beaucoup d'accepter cette interview pour un petit média tout humble, voilà, normand. Donc je pense que les Cannais, les Rouennais, même voilà, tous les Normands vont être contents de te voir ici. Alors on va commencer peut-être tout simplement, est-ce que tu peux nous résumer les thématiques de ton nouveau livre, enfin ton nouveau livre qui a déjà quand même quelques mois, de la famille en transition écologique. Est-ce que voilà, tu peux nous faire un petit résumé des grands thèmes que tu abordes ou que vous abordez dans ce livre? Ouais, parce que on parle de famille, on est quatre Mm. et on l'a encore fait avec ma femme qui fait tous les dessins. Et puis c'est une expérience, c'est la continuité de notre expérience familiale, puisqu'on a fait un premier livre sur le zéro déchet qu'on a expérimenté ensemble. Moi j'ai écrit et puis elle a dessiné. Et l'idée c'est de savoir, est-ce que le zéro déchet suffit? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce qu'on est devenu durable, soutenable? Est-ce que le changement climatique, c'est OK? La question de l'eau, la question de la biodiversité, est-ce que tout ça est réglé? Donc on a voulu le chiffrer et on a fait un grand tableau Excel avec ma chérie. On a tout noté, tout ce qu'on consommait, nos chemises, nos bananes, les jeux, l'argent, le transport, les vélos, voilà, tout. On a tout noté sur un an. Et puis on a travaillé avec un bureau d'études, deux ingénieurs en éco-conception, en ACV, pour essayer de chiffrer tout ça. Ce qu'on voulait faire, c'était moi, je voulais faire l'ACV de notre famille, voilà, l'analyse du cycle de vie de notre famille. C'était très ambitieux. Alors, ils me l'ont dit, c'est hyper ambitieux, Jérémy, comme d'hab. Et puis, on s'est épaulé avec ça avec l'UT de Bordeaux, avec un prof en éco-conception et 5 étudiants. Donc voilà, j'avais 6, 7, 8 personnes sur ce tableur Excel. Et l'idée, c'était de chiffrer en carbone, en pollution de l'eau et en impact sur les ressources et la biodiversité, notre mode de vie d'une famille française classique, plutôt privilégiée, même archi privilégiée si on regarde à l'échelle du monde, puisqu'on habite en France, en Europe, et en plus dans une petite région qui est la côte sud des Landes, à 500 mètres de la plage. Je suis un archi privilégié. Ouais. Mais tu considères que peut-être pour une famille française, tu es à peu près dans le standard ou... On est une classe moyenne, Ouais. voilà, ce qu'on appelle la classe moyenne. D'accord. Pas sup, pas moins, classe moyenne, éduquée. D'accord. Voilà. Donc potentiellement, ça s'adresse vraiment au plus large. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir la moyenne, donc c'est-à-dire Mhm. qu'on a chiffré tout ça et ça a été très compliqué et on n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits pour lesquels on ne connaît même pas l'impact. Que ce soit... Alors il y a des choses qu'on connaît à peu près. En tout cas sur le CO2, ça fait 15-20 ans qu'on travaille là-dessus, qu'il y a beaucoup de bureaux d'études qui bossent. Donc l'impact carbone, on commence à savoir à peu près tout. Mais l'impact sur l'eau en termes de toxicité, déjà c'est très compliqué, puisque quand tu produis en Chine, il faut te poser la question du bassin dans lequel tu vas, du bassin versant dans lequel tu vas produire, quel impact sur la nappe, où est pris l'eau, quelle quantité, qu'est-ce qui est rejeté, il y a une opacité complète sur la production chinoise. Et là, tu rentres dans les méandres de la mondialisation et de la production où c'est très compliqué d'avoir une visibilité, il y a une opacité de dingue. Donc on a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu chiffrer, on a créé des modèles, on a donné des grandes réponses, notamment pour le textile, des choses comme ça. Et globalement, on n'est pas arrivé au bout de notre ACV de famille, on n'a pas pu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu sortir, par contre, déjà l'impact carbone de notre famille. Et on est très très loin d'être exemplaire. Mais alors très très loin. Aujourd'hui, une famille moyenne est à peu près, si je prends le transport, l'alimentation, le logement, les services publics, etc., si on prend à peu près toute notre vie, on est à peu près à 12 tonnes de CO2 annuel. D'accord. Oui, Ok. par rapport à une. Et si Ouais. je rajoute toute notre activité bancaire, on est à 20 tonnes de CO2 annuel. D'accord. Si on voudrait juste maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle, ce qu'on vise à peu près tous, en tout cas ce que le GIEC recommande rapidement de faire, il faudrait qu'on soit à 2 tonnes de CO2 pour 7 milliards d'individus sur Terre. 2 tonnes, d'accord. C'est-à-dire qu'on serait sur un facteur 10 pour un Français aujourd'hui, si on prend l'activité bancaire. Facteur 10. Donc on en est très loin. Nous, famille zéro déchet, on était à peu près à 9-10 par personne. D'accord. Okay. Donc tu vois, avec le zéro déchet, on a réduit certaines choses, mais on est encore très loin. On a 2 voitures, malheureusement, parce qu'on habite à la campagne. On a un compte bancaire. On a une alimentation qui est plutôt exemplaire, mais on consomme pas mal de produits, même si on consomme moins que les autres. Bref, voilà ce qu'on a voulu chiffrer avec ce livre-là et donner aujourd'hui toutes les orientations et tout ce qu'on devrait faire dans toutes ces thématiques pour réduire notre impact carbone, mais aussi sur l'eau. Je rappelle que l'eau aujourd'hui est en très mauvais état sur Terre. On sait qu'à peu près la moitié des masses d'eau sur Terre est en surexploitation, due à notre surproduction. L'eau est partout, dans tous les process industriels. Et 2 tiers de l'eau douce, en France et dans le monde, est en surpollution. C'est-à-dire qu'elle est au-delà de sa capacité d'assimilation de tout ce qu'on va rejeter. D'accord. Une usine en Chine qui produit rejette dans le milieu, rejette dans la rivière principalement. Et la nature pourrait très bien se dépolluer, notamment les arbres qui le font très bien. Encore faudrait-il lui laisser le temps de le faire. Aujourd'hui, on surproduit tellement qu'on sur-rejette
totalement, beaucoup trop, et que le milieu n'a pas le temps d'absorber, de se régénérer. Donc on est dans un état aujourd'hui où l'eau, et l'eau douce notamment essentielle à la vie, est complètement surpolluée, et ça va être un des grands enjeux du XXIe siècle, ça va être l'accès à l'eau d'abord, et en plus une eau de qualité. Voilà. Donc ça, on a essayé de chiffrer, et on a donné des solutions pour aller vers un état de l'eau qui soit plus convenable pour le XXIe siècle et nos enfants et nos générations futures. Parce qu'on parle beaucoup du CO2 et du changement climatique, mais on oublie aussi la biodiversité. L'eau, la biodiversité dans une condition absolument épouvantable. On sait qu'on a perdu à peu près 60% aujourd'hui sur Terre de la biodiversité en 40 ans. En Europe, c'est 30-35%. Dans les régions tropicales comme le Brésil, on en est à 90%, puisqu'ils sont en train de décimer la forêt amazonienne, qui est la réserve de biodiversité de l'Amérique du Sud. Donc voilà dans quel état on est aujourd'hui, et il va falloir qu'on fasse notre transition écologique, clairement qu'on change de système, parce que ce système dans lequel on est aujourd'hui, de production, est absolument pas viable, juste pour notre écosystème et donc la survie de l'être humain, qui est, je le rappelle, un mammifère qui fait partie de la chaîne alimentaire et qui est le surprédateur, mais qui a besoin de tout ce qu'il y a autour de lui pour continuer à survivre, et qui pourtant aujourd'hui décime avec son système de consommation et de production. D'accord. Donc là, tu as fait à peu près le tour du constat, voilà, qu'on entend de plus en plus dans les médias, effectivement. Bien sûr. Et toi, tu parles beaucoup des solutions et tu as envie d'appuyer là-dessus. Commençons par ça. Tu parlais de la banque tout à l'heure. J'ai l'impression que la banque, c'est peut-être un pilier. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la banque, c'est super important finalement de bien choisir sa banque, etc. Alors on s'est rendu compte dans ce bilan-là, je dis qu'en ajoutant les activités bancaires, aujourd'hui, on était à peu près à 20 tonnes de CO2 par Français. D'accord ? Et l'activité bancaire, c'est notre premier impact. 40% de nos émissions de CO2 d'un Français aujourd'hui, c'est l'activité bancaire. Nos grandes banques, notre argent qu'on met à la banque, ce n'est pas des billets ou des pièces qu'on a dans un coffre en Suisse et qu'on compte, c'est juste une ligne. D'accord ? L'argent, on crée aujourd'hui avec le crédit. Je vais prendre un crédit de 100 000 euros pour acheter une maison. 100 000 euros vient d'être créé à la banque. Et cette ligne-là, cet argent-là, va être placé sans que je sache où et sans que mon banquier me le dise. D'accord ? Peut-être même lui, il ne le sait même pas. C'est-à-dire que le groupe bancaire qui va gérer mon argent va aller le placer sur les énergies fossiles, sur du charbon en Australie qui détruit la barrière de corail, sur l'exploitation de minerais, etc. Et je ne le sais pas. Il n'y a aucune transparence aujourd'hui dans les activités bancaires, sans compter toutes les activités spéculatives qui vont générer énormément de CO2. Donc le premier impact d'un Français aujourd'hui, c'est son activité bancaire et son argent dont il n'a absolument aucune maîtrise. En gros, on nous l'a volé. On nous a confisqué notre argent. Parce que la plupart des gens aujourd'hui en France, si on leur demande votre argent, vous êtes d'accord pour détruire la barrière de corail en Australie, on dit ben non. Vous êtes d'accord pour financer le charbon en Bulgarie ? Non. Donc si on redonnait un petit peu l'argent aux gens, je pense qu'on irait vers une transition écologique beaucoup plus rapidement. Et c'est là l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire reprenons le contrôle de notre argent. Soit en changeant de banque, donc en allant vers des banques comme le Crédit Coopératif, qui aujourd'hui est la seule banque au final à publier 100% de ses placements, qui sont en plus éthiques, solidaires et plus souvent locaux. Donc incroyable, une seule banque, tous les autres se réservent le droit de faire ce qu'ils veulent avec notre argent, soit en devenant des épargnants solidaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'épargne représente quasiment, je crois, on est quelque chose comme 1600 milliards d'euros annuels en France. On est des grands épargnants en France. Okay. Donc cet argent-là, cette épargne-là, on peut très bien dire, moi mon assurance vie, parce que l'assurance vie finance tout sauf notre futur en fait. C'est ça, c'est toute l'ironie du truc. C'est-à-dire que notre assurance vie a financé plutôt de la spéculation et de la destruction de l'écosystème et de notre planète. En disant, moi je vais plutôt vers une assurance vie, je vais prendre mon épargne et je vais devenir épargnant solidaire et je vais soutenir des projets de transition écologique, énergétique, de maraîchage, de construction, soutenir des coopératives locales, etc., qui vont générer de l'emploi, qui vont générer de la richesse sur les territoires et qui vont minimiser notre impact aujourd'hui quotidien de notre mode de vie. Donc je peux très bien le faire, soit en prenant mon argent directement, en allant sur internet, vous allez sur finansol.org, qui est un site qui labellise les différents placements, qui donne une visibilité, une transparence aux placements, et vous allez pouvoir acheter des actions pour, je ne sais pas, Terre de Liens par exemple, qui est une foncière qui va racheter des terrains pour réinstaller des maraîchers. Là, vous êtes acteur directement de la transition écologique avec votre argent. Vous pouvez mettre en place avec votre banque un PAE, un plan d'action épargne,
vous allez dire, vous allez créer un portefeuille, vous avez un maximum de 150 000 euros, et plutôt que de boursicoter, vous allez placer sur les choses qui sont de fond, de transition écologique, en disant, moi je vais mettre 20 000 euros sur du maraîchage, je vais mettre 50 000 sur une coopérative citoyenne d'énergie renouvelable, etc. Ça, vous pouvez le faire aussi avec le banquier, c'est possible. Et c'est vous qui décidez de l'orientation. Donc il faut qu'on reprenne en main notre argent, qu'on arrête d'être passif. Je crois qu'on a abusé de notre confiance et de notre naïveté. Réellement. Et notre argent, on n'a pas pris conscience qu'on le met à la banque en faisant confiance. Et vraiment là, pour le coup, on s'est vraiment fait avoir. D'accord. D'ailleurs, sur ce sujet, nous, on a interviewé la Nef, Guilhem de la Nef en Normandie. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous renvoie vers la vidéo et pouvoir le contacter directement pour justement épargner solidaire et éthique. Le deuxième pilier, j'ai l'impression que c'est le transport. Dis-moi si je me trompe, mais le transport, on parle souvent de l'avion, de la honte de l'avion qui se développe en Scandinavie, des choses comme ça. Voilà, moi, ma question va plutôt s'orienter vers ceux qui veulent aller en campagne, notamment. On sait qu'il y a un gros problème. Moi, j'ai beaucoup d'amis, par exemple, qui veulent s'installer en campagne. Ils me disent, ouais, mais c'est pour brûler du carburant en campagne et faire des kilomètres, ça m'intéresse pas, quoi. Est-ce que tu as des solutions, des idées, des choses qu'on peut développer, des petites astuces? C'est le souci aujourd'hui, le transport. Effectivement, c'est notre deuxième impact carbone, c'est le deuxième. Et il est important. Et à commencer par l'avion, qui est une catastrophe pour le climat. Aujourd'hui, l'avion, quand je fais Paris-New York, c'est 2 tonnes de CO2. Aller-retour, d'accord. 2 tonnes 2, c'est au-delà de mon carbone, voilà, mon quota carbone annuel individuel. Rien qu'en un trajet de 6 heures, d'accord. Enfin 12 heures aller-retour. Donc du coup, oui, l'avion, et notamment les longs courriers, mais même tous ces petits courriers qui se développent, c'est aujourd'hui une très mauvaise habitude qui est devenue si peu cher que les gens ne réfléchissent même pas. C'est-à-dire que si je veux faire Bordeaux-Paris pour faire une réunion, en TGV ça va me coûter entre 80 et 150 euros suivant quand est-ce que je prends mon billet. Si je prends EasyJet ou un low cost, j'en ai pour entre 20 et 35 euros, quoi. Donc il n'y a même pas photo, les gens ne réfléchissent pas, ils prennent l'avion. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a complètement détaxé les billets, la TVA des billets, on détaxe le kérosène, on aide à la construction des aéroports. Donc tous ces avantages fiscaux fait que... Et puis en plus, toutes ces compagnies-là sont qui en Irlande, qui en Belgique, donc du coup on se retrouve avec des montages financiers qui font que l'avion ne coûte rien, en tout cas financièrement. Par contre pour l'environnement c'est une catastrophe et il nous coûte très très cher. Qui est en train de payer le vrai coût de l'avion? C'est pas nous, c'est les générations futures. C'est eux qui payent les billets là, qui sont à 35 euros. Donc, et notre État aujourd'hui va à l'inverse de ce qu'il devrait faire. C'est-à-dire qu'il continue de subventionner le transport aérien et il ferme les petites lignes de SNCF en disant c'est pas rentable, ça coûte trop cher. Mais on n'est pas en train de parler de rentabilité, on est en train de parler de service public. Service public, c'est un investissement productif sur du long terme. C'est de l'actif, de fond. Donc si on réfléchit en termes de ça coûte cher, on est endetté, etc., comme c'était le cas avec SNCF, on est en train de nous embrouiller complètement. C'est-à-dire que des gares, des lignes de chemin de fer, les emplois qui vont avec, tous les emplois qui vont être développés derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plein de gens qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'il n'y a plus les petites lignes. Donc la perte financière est énorme, énorme. Donc il faut aujourd'hui qu'on revienne vers des déplacements en train. Et la problématique, c'est que 50% de la population française aujourd'hui vit en campagne. Alors quand on est en ville, c'est facile. C'est même aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux ne pas avoir de voiture en ville, d'abord parce qu'on fait de sacrées économies, c'est 6 à 8 000 euros économisés par an. On a un bouquet mobilité de dingue, le tram, le métro, les bus, les trottinettes, le vélo, la marche, enfin je veux dire c'est assez incroyable. Quand on sort de chez soi pour aller travailler ou faire ses courses, on peut le faire de plein de manières différentes et on va beaucoup plus vite qu'en bagnole. Et puis on gagne en qualité de vie en plus, et puis la santé, tout ça. Par contre en campagne, moi j'habite à la campagne, je suis en semi-rural, je monte dans ma voiture quasiment tous les jours. Comment je fais pour aller à l'école, travailler, voir mes copains, voir mes activités, etc. C'est très compliqué et la solution on l'a pas. Alors il va falloir qu'on développe les transports collectifs en campagne, d'accord ? Il va falloir qu'on aille vers des petits cars, des petits bus qui roulent au biométhane, avec des remorques derrière pour pouvoir mettre nos vélos, parce que le problème, c'est le premier et le dernier kilomètre. Donc, pour aller choper mon bus, et puis une fois que je suis arrivé dans un centre-ville, que je puisse circuler, rayonner, faire mes courses, donc il faut une remorque pour les vélos, ok. Et puis la fréquence. Il ne faut pas que j'attende une demi-heure pour prendre mon bus, c'est pas possible. Il faut que quand j'arrive, je monte dans un bus, d'accord.
Mais vu que toutes les voitures qu'on va pouvoir faire disparaître, on va avoir beaucoup plus de bus, c'est intéressant dans le semi-rural. Donc ça, il faut le développer. Et puis, il va falloir relocaliser les activités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des migrations pendulaires. Pour certains, c'est 1 heure par jour, sans problème. Donc, pour aller travailler. Donc relocaliser l'emploi, relocaliser la production alimentaire, textile, etc., ben, ça va nous permettre de refixer les gens sur les territoires et d'avoir des déplacements qui ne soient pas en voiture mais collectifs et intelligents. C'est là où on voit que la transition économique va aussi avec la transition des transports. On serait dans un cercle vertueux. C'est ça qu'il faut amorcer. Et je vois que tu ne parles pas de voiture électrique. Peut-être que c'est voulu, je ne sais pas. Pourquoi tu n'en parles pas tu vois, spontanément? Parce que c'est souvent la réponse qu'on a pour quelqu'un qui est un peu écolo, disons, et qui veut faire un geste. Pourquoi t'en parles pas? On l'a mesuré dans le livre. Ouais. On parle beaucoup aujourd'hui de croissance verte. Alors, croissance verte, c'est un oxymore. C'est-à-dire que les deux mots déjà ne vont pas ensemble. Croissance, ça ne peut pas être vert. Croissance, c'est-à-dire continuer de produire en pensant que les ressources sont illimitées, c'est juste, on l'a compris aujourd'hui, pas possible, une ineptie totale. Donc, mettre le côté vert avec, c'est pas ce qui va nous. Et puis là, on nous parle d'économie circulaire. Continuez à consommer, vous inquiétez pas, on va le faire en cycle fermé. Tous vos déchets vont devenir une ressource, tout va être recyclé, on va tout réinjecter. C'est archi faux, c'est complètement faux. On a aujourd'hui d'abord un problème de récolte des déchets, ensuite dans le recyclage on a une perte, même pour des métaux qui sont faciles à recycler comme des nickels, etc. On sait qu'au bout de 3 cycles de récupération ou recyclage, on a une perte de 80%. Le plastique, c'est tout sauf circulaire. Tu le recycles une fois, tu as une perte de qualité de dingue, il faut réinjecter du plastique vierge pour qu'il se tienne. Donc, l'économie circulaire, on nous rabâche aujourd'hui parce que l'objectif, c'est de maintenir le business tel qu'il est aujourd'hui. Okay, et la voiture électrique, c'est l'un des plus bels exemples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit l'avenir des transports, c'est l'électrique. Mais une voiture électrique, ça a tout sauf, c'est tout sauf l'écologie. Le transport électrique, c'est d'abord une électronique embarquée hallucinante, c'est-à-dire que c'est beaucoup de minerais, une surexploitation de terres rares, etc. Ensuite, ce sont des batteries, ensuite c'est une énergie. L'électricité, c'est tout sauf écologique. Qu'elle soit éolienne ou panneau ou même nucléaire comme c'est le cas aujourd'hui, je dirais, où est l'écologie? On se retrouve avec 1 tonne de déchets à la fin, donc on ne sait même pas recycler une partie. Donc non, l'avenir ne sera pas à la voiture individuelle électrique, c'est pas écologique. L'avenir sera au collectif, au partagé et ne plus avoir une voiture seule, individuelle. C'est ça l'avenir. Comment on va s'organiser, c'est ça qu'il faut penser aujourd'hui. D'accord. J'enchaîne sur le troisième thème, le logement. Je crois que c'est un thème très important. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, notamment le fait de rénover peut-être des maisons? Alors aujourd'hui, le 3e poste d'émission CO2 pour un Français, c'est 3 tonnes de CO2, c'est le logement. D'accord. Donc on a à peu près 1,5 tonne qui est liée à l'amortissement énergétique d'une maison classique. On a calculé ça sur 60 ans, d'accord, à la construction, en béton évidemment, avec une isolation tout sauf écologique, plutôt minérale. Donc tous les nouveaux lotissements en fait, généralement c'est ça? C'est ça, c'est du bas de gamme, c'est du béton, c'est en plus du béton qui généralement n'est pas français mais vient de l'extérieur. Faut savoir que le bâtiment, aujourd'hui 40% de l'impact CO2 du secteur du bâtiment est externe à nos frontières. Donc c'est bien pour les quotas, par contre européens, c'est super. Mais alors on n'a absolument pas résolu le truc. Et donc 3 tonnes, 1,5 tonne pour l'amortissement de l'énergie de la maison, de la construction, et 1,5 tonne pour tout ce qui va être chauffage. Voilà, essentiellement les postes du logement, c'est ça, construction, chauffage. Et donc évidemment, il faut rénover. Aujourd'hui, on a à peu près 7,5 millions de maisons qui sont des passoires énergétiques, donc qui surconsomment une énergie qui est souvent électrique ou fuel et qui vont générer des kilotonnes de CO2. Donc oui, il faut commencer à rénover et avec l'aide de l'État, qui est évidemment encore insuffisant. Ça, toutes les ONG le disent, on en est très loin du compte. Voilà. Première chose. Et puis, changer notre système de construction. Aujourd'hui, on sait que le béton, c'est une catastrophe pour le changement climatique. C'est beaucoup d'énergie grise, alors qu'on peut construire des maisons en bois, en paille. Encore une fois, un cercle vertueux. On va pouvoir recréer des PME, des coopératives de production locale. On va pouvoir être dans du renouvelable. On va pouvoir générer de la richesse sur les territoires, tout en réduisant notre empreinte écologique. Donc, c'est hyper vertueux. Aujourd'hui, une maison en paille et en bois, par rapport à une maison en béton, on estime que c'est à peu près une empreinte écologique divisée par 10.
Donc quand on parle de changement climatique et de lutter contre le changement climatique, il faut qu'on change complètement notre façon de produire et de fabriquer nos bâtiments. On peut faire des bâtiments collectifs en bois, on peut faire des immeubles, on peut faire des écoles, on peut faire des piscines, on peut faire beaucoup de choses. C'est ça notre avenir et c'est là encore une fois où les pouvoirs publics ont un rôle de soutien et les pouvoirs locaux aussi. Par contre, on s'attaque à un des plus gros lobbies et parmi les multinationales les plus puissantes du monde qui sont les Lafarge, les Bouygues, etc. Et qui sont aussi les plus grands financeurs de l'activité politique en France. Donc je te laisse imaginer un petit peu à quoi on s'attaque. Et justement, je voulais enchaîner sur ça. On parle beaucoup de qu'est-ce qu'on peut faire individuellement et on a l'impression qu'au niveau politique, ça ne suit pas. D'où des mouvements qui commencent à surgir comme Extinction Rébellion, ANV-COP21, etc. Qui font de la désobéissance civile. Quel regard toi tu as là-dessus voilà. Quel regard tu as là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses finalement? Il faut distinguer deux niveaux, je crois, de décision politique. Il y a le niveau étatique, national, et je mettrai l'Europe avec, c'est-à-dire le niveau macro, hein, où finalement toute la concentration du pouvoir est là, hein, dans notre société depuis 1789, hein, on est dans un système jacobin, et puis la politique locale, où je vois, moi, des initiatives absolument extraordinaires sur les territoires, de la part de maires qui sont exemplaires, de la part de comités de communes, de la part d'agglos, et qui sont finalement un contre-pouvoir démocratique, et qui sont finalement les acteurs aujourd'hui du changement beaucoup plus que l'État, qui n'est finalement plus qu'un facilitateur du commerce et un dérégulateur. Je crois qu'aujourd'hui, nos hommes politiques nationaux et européens sont plutôt des hommes d'affaires que les hommes politiques. Et la politique, elle se fait vraiment au niveau local, où on a une démocratie qui est plus participative, où on a une solidarité, où finalement on a les mains dans le cambouis. C'est-à-dire qu'on a des élus qui sont là pour décider que ça se passe bien. Et ça se passe beaucoup mieux, la démocratie, sur les territoires que ce qu'on peut avoir au niveau national. Donc moi, je crois que le changement, notre salut, là, aujourd'hui, dans le paysage politique dans lequel on est, il est local. Je pense, et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Je veux dire, quand on regarde les grandes villes américaines, que ce soit Los Angeles, New York, Détroit, il y a des villes dans le Vermont qui font des trucs extraordinaires. C'est ces maires-là qui ont décidé aujourd'hui de signer le protocole de Kyoto. C'est eux qui s'engagent sur la réduction des émissions de carbone parce que le gouvernement et les États ne le font pas. Donc pour moi, le contre-pouvoir local, il est fort dans nos pays européens et nord-amérique, et je pense qu'une part du salut viendra de là. Pour tous ces mouvements qui sont, tu parles de désobéissance civile, c'est fou qu'on en soit là. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment donné où l'intérêt général et le mandat de nos élus, il n'est absolument pas, je parle des élus nationaux, ils ne respectent pas le deal de départ. C'est-à-dire que moi j'avais beaucoup aimé le cache investigation d'Élise Lucet, où elle avait fait, à un moment donné, elle avait pris des amendements qui étaient posés sur la question de la viande, et elle avait mis en place un logiciel, un ordi, où elle avait intégré tous les amendements qui étaient posés par les députés, et elle s'est rendue compte que pour 20%, c'est le copier-coller conforme de l'amendement qui était posé, donné par le lobby de la viande. Et puis pour une grande partie, 40-50%, c'était certains copier-coller. Ça nous laisse le niveau aujourd'hui de corruption dans laquelle nos parlements nationaux et européens sont. Et il faut qu'on parle de corruption aujourd'hui, qu'on arrête de penser que la corruption c'est uniquement quelque chose d'africain. Amnesty International nous a classé la France quand même en 29e position, d'accord, sur les 375 pays au monde, en 29 positions des pays les plus corrompus. On est entre la Roumanie et la Bulgarie, je crois, d'accord. Donc on arrête de se râper dans notre drap blanc et de dire mais nous en France on a des élus qui sont... Il y a un problème de corruption au niveau national et au niveau européen, clairement. Et je comprends quand il y a des gens qui sont dans des obéissances civiles et qui décident de... s'ils ne le font pas pour nous alors qu'on les a élus, je vais le faire moi-même, ok. Et par contre ce que j'ai envie qu'il se passe, c'est qu'on reste dans les limites du droit, de la loi et du bien-être humain. C'est-à-dire que je crains beaucoup moins la violence. Et malheureusement, avec les Gilets jaunes, on a bien vu que violence égale violence et qu'on sortait des revendications et de quelque chose de constructif. Ça permet aussi, en plus, aux hommes politiques de monter les populations les unes contre les autres, ce qu'avait très bien fait Nicolas Sarkozy en son temps. Donc, restons unis, restons constructifs, restons non violents. D'accord. Et mettons en place les solutions qui existent. Encore une fois, je pense que la vraie et très bonne échelle pour faire les choses collectivement, c'est le territoire en local. D'accord. Les municipales arrivent à grands pas. Et là, les premiers candidats aux municipales émergent. Et
il y a chez les écologistes de très longue date un petit peu d'agacement parce qu'effectivement il y a un discours qui se verdit chez la plupart des candidats. Et voilà, même si les propositions sont souvent pas à la hauteur, mais il y a un discours qui se verdit. Voilà, j'imagine que ça agace un petit peu. Je sais pas comment toi tu le vis, ça, parce que tu es peut-être en ville dans une petite campagne, mais moi je suis à Rouen par exemple, et on sent que voilà, clairement le discours vert ressort. Là, il y a encore eu la catastrophe aujourd'hui, donc là ça va être vachement là-dedans. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça, si tu as une opinion par rapport au verdissement du discours politique finalement, qui est un peu à l'image du verdissement des grands discours d'entreprise Oui, il y a des courants d'opinion, Ouais. d'accord. Donc, comme tu parles des grandes entreprises qui font du marketing, il y a un marketing politique, d'accord. Donc, avec des ingénieries de communication, des conseillers qui vont, aujourd'hui, il faut qu'on aille vers ça, et qui vont conseiller des discours, et vont conseiller. Donc, évidemment, il y a des gens, des élus qui vont aller vers un verdissement de leur discours sans réellement mettre en place évidemment ça agace. Et puis ça fait un moment que ça dure. Et puis c'est au niveau national, je veux dire, quand on entend Emmanuel Macron, Brune Poirson nous raconter qu'on va recycler 100% des plastiques d'ici 2025, mais j'en rigole. Ouais. J'en rigole. Et effectivement, je pense qu'on en a aujourd'hui ras-le-bol. Tout le monde en a ras-le-bol d'entendre ces discours-là. Et ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, il y a un discrédit total, malheureusement, de la politique, alors que c'est une noble chose et on en a besoin de s'organiser collectivement. Et tout le monde déplore le fossé entre les citoyens et leurs hommes politiques, mais je crois réellement qu'on n'en est pas réellement, nous, la cause. Et malheureusement, j'ai peur que la démocratie soit la grande perdante de tout ça et qu'on aille vers un durcissement. Très, très compliqué de prévoir l'avenir et je ne m'y hasarderai pas. Mais oui, il y a un agacement, oui, il y a une perte de foi. Gauche-droite, ça ne veut absolument plus rien dire. Donc j'espère que les municipales, on va voir des listes émerger, qu'on va voir des acteurs locaux, des gens qui vont être en capacité de dire ok, on se fédère. Moi j'y pense sur ma commune, j'y pense avec d'autres copains. On se dit, et si on mettait une liste, juste pour lancer le bon débat au bon endroit, et j'invite les gens à se réemparer de la citoyenneté. Ouais. C'est compliqué, on a tous des boulots, on a tous des vies, mais si on peut démonter des listes juste pour essayer d'animer un petit peu le débat, ça pourrait déjà être une bonne chose. Puis pourquoi pas prendre certaines mairies, allons-y. Ça marche. Merci beaucoup Jérémy. On Merci. va te laisser parce que tu as encore beaucoup de travail ce soir. Vous pouvez retrouver les extraits de la conférence sur la chaîne aussi. Merci beaucoup. Merci à toi.